You're locked in Helm FM. Welcome to the European Corner Show. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans l'Europe c'est nous. Une émission présentée par Denis Dalmance et Céline Brut. Alors aujourd'hui nous allons aborder le thème de la liberté de la presse en Europe. Denis, de quoi allons-nous parler précisément ? Alors, on va commencer par le rapport de Reporters sans frontières qui est sorti il y a un mois sur la liberté de la presse dans le monde. Nous aurons quelques explications sur les critères de classement. Nous écouterons ensuite un reportage sur une initiative citoyenne européenne pour la liberté et le pluralisme des médias. Nous accueillerons Giovanni Melogli de l'Alliance internationale des journalistes qui fait partie de ce projet. Bonjour monsieur. Bonjour à tout le monde. Et il nous donnera son sentiment en tant que journaliste européen sur la liberté de la presse. Nous verrons si la liberté de presse est réellement un facteur quant à l'adhésion des nouveaux membres et nous parlerons de notre pays. Nous aurons le sentiment de nos concitoyens sur la liberté de la presse en Belgique. Alors il y a un mois, Reporters sans frontières a sorti son rapport annuel sur la liberté de presse. Maëlie Bernards a été à la rencontre d'Olivier Basile, le porte-parole d'RSF Belgique, qui nous explique pourquoi notre pays ne se retrouve qu'à la 21e position de ce classement. Ce n'est pas nous qui décidons comme ça de dire la Belgique elle va se placer là. Ce sont des questionnaires qu'on a donnés à tout un ensemble de gens qu'on connaît en Belgique en leur disant tiens, veux-tu bien remplir ça. Et il y a 3 ou 4 choses qui se sont exprimées dans ces résultats. C'est que globalement, les journalistes font état d'un environnement qui est devenu plus problématique, par exemple sur le boycott de l'information. Vous savez, par exemple, Bart de Wever ne veut plus donner d'interviews au soir. Vous avez tout un ensemble essentiellement de forces politiques qui ont remis en question très clairement le rôle des journalistes, leur capacité à poser tout un ensemble de questions. Le 7 février dernier, la première initiative citoyenne européenne pour le pluralisme des médias a été lancée à travers toute l'Europe. Une première dans le genre. Maëlie Bernards nous explique en quoi consiste cette initiative et quels en sont les enjeux. La liberté d'expression des journalistes et le pluralisme des médias en Europe ne cessent de se dégrader. Certains pays comme la Hongrie et la Slovaquie connaissent des ingérences des pouvoirs publics qui tentent de contrôler la presse. C'est à partir de ce constat qu'une coalition de citoyens et de journalistes issus de toute l'Europe ont lancé la première initiative citoyenne européenne pour la liberté et le pluralisme des médias. Marc Gruber de la Fédération européenne des journalistes est un des pionniers de ce projet. Il nous explique ce qu'est une initiative citoyenne européenne. Alors, une initiative citoyenne européenne, c'est un outil juridique qui a été créé par une directive européenne, donc il y a quelques années, très peu, je ne sais plus la date exacte, et qui permet à 1 million ou plus de citoyens européens de demander à la Commission européenne d'ouvrir un débat public et de créer une législation spécifique. Si donc ce million de citoyens le demande, à condition qu'ils viennent aussi de au moins 7 pays européens différents. Concrètement, les initiateurs du projet souhaitent que la Commission européenne élabore une directive qui répond à une série de problèmes précis. On demande un certain nombre de questions, à savoir mettre fin au conflit d'intérêts. On le voit en Italie en ce moment avec Berlusconi, il y a toujours un problème entre l'activité médiatique et le rôle politique. Avoir plus de transparence dans la propriété des médias, c'est-à-dire quand vous allumez une télé, vous lisez un journal, où vous allez en ligne, vous savez à qui appartient le média précisément, donc de façon obligatoire. Une indépendance des autorités de régulation, c'est-à-dire le CSA ou d'autres autorités. En Hongrie, par exemple, il existe une autorité qui chapeaute la presse écrite aussi. Que ces autorités soient d'une part obligatoires, pourquoi pas, mais qu'elles soient surtout indépendantes. Voilà, ce sont les revendications de l'initiative. La notion de pluralisme est complexe et mérite qu'on s'y arrête un instant. Esther Durin, coordinatrice de l'initiative pour la Belgique, nous donne sa définition du terme. La question du pluralisme, aujourd'hui, elle pose plusieurs enjeux. Déjà, le premier paradoxe, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est quand même globalisé, hyper connecté. On n'a jamais eu autant d'informations grâce au web. Et pour autant, il n'a jamais été aussi dur de trouver une information pluraliste. C'est quoi le pluralisme ? Pour nous, c'est le pluralisme à la fois politique, non pas partisan mais politique, trouver toute la confrontation d'idées, de points de vue dans la société, pluralisme culturel qui offre une place, une représentation à toutes les composantes culturelles de la société. Et puis après, avec toute cette évolution du paysage médiatique, l'arrivée des nouveaux médias, des phénomènes de concentration, on a vu de nouvelles menaces au pluralisme, cette fois plus sous forme de pression économique. Dans les faits, pour que l'initiative aboutisse, elle doit récolter la signature d'1 million de citoyens européens dans un délai d'1 an. L'ONG Reporters sans frontières, pourtant active dans la défense de la liberté de la presse, a marqué ses distances par rapport à l'initiative qu'elle soutenait à ses débuts. Olivier Basile, le porte-parole de RSF Belgique,
nous explique pourquoi. Et chez RSF, on peut bien sûr analyser la question de la concentration, on peut bien sûr analyser la question du pluralisme des médias, de qui les détient ou autre, mais je ne suis pas sûr que ce soit par la loi ou par le cadre législatif qu'on va pouvoir solutionner ce problème-là. Je suis légaliste, mais en même temps, j'aime pas trop qu'on veuille légiférer sur les questions de liberté de presse. Le cadre qu'on a est déjà suffisamment bien dans plein de situations, et je ne suis pas persuadé que, par exemple, pousser la Commission à vouloir organiser les médias dans l'Union européenne soit toujours une si bonne idée. Il reste un peu plus de 11 mois pour récolter le million de signatures nécessaires. Marc Gruber nous dit ce qui se passera si l'objectif est atteint. Après, la prochaine étape, c'est le débat politique lancé par la Commission. Et puis l'étape ultime, c'est une législation communautaire. Ça veut dire proposition de la Commission, adoption par le Parlement et par les États membres. Donc, en plus, étant donné qu'il y aura des élections européennes en 2014, il est évident que ce ne sera pas la Commission actuelle ni le Parlement européen qui va décider de ça. Mais bon, ça, c'est la politique. Même si le million de signatures est récolté, la Commission n'est pas obligée de légiférer. L'initiative citoyenne européenne constitue donc en définitive essentiellement un moyen de pression et une piste de réflexion pour la Commission. Alors voilà, bonjour Monsieur Meliogli, vous êtes venu ici pour un peu nous parler de cette initiative. Vous faites partie de l'Alliance internationale des journalistes qui propose donc aux professionnels des médias un espace, une dynamique aussi pour mettre en commun des pistes de réflexion, des propositions concrètes pour réformer les pratiques, et ce à travers le monde. Donc voilà, par rapport à cette initiative, je vous ai vu pas mal grimacer durant le reportage de Maëlie Bernhardt, concernant par exemple les objectifs que dont Marc Gruber parlait. Quels sont-ils ? Sont-ils différents ? Vous avez une vision des choses différente de lui ? Non, c'est... D'abord, bonjour à tout le monde. L'Alliance internationale des journalistes, représentée de moi-même, en fait, c'est une des initiateurs de cette Tout à fait. initiative des citoyens pour le pluralisme des médias, avec European Alternatives, et donc dans la personne de Lorenzo Marsili, qui c'est une des deux directeurs de European Alternatives. Le point, c'est un peu plus complexe, parce que c'est vrai que dans le débat et dans le travail qu'on a fait pour présenter et pour arriver à un texte définitif dans la proposition qu'on a fait à la Commission, on a traité après aussi des contenus pour cette proposition et pour commencer à donner les choses que disait Marc Gruber, des indications et des lignes à suivre pour le débat qui après en Commission sera obligé à ouvrir. Ouais. Le point plus délicat, c'est qu'en réalité, la proposition veut obliger la Commission à admettre d'avoir la compétence. Le problème juridique jusqu'à maintenant, qu'on a eu avec le cas italien dans les années 2006-2007 en particulier, le pire moment de berlusconisme, ou qu'on a vu il y a 2 ans avec le cas de l'Hongrie, c'est que la Commission, au moment où, en particulier le Parlement européen, dans quelques cas spécifiques, deux membres du Parlement européen ont demandé à la Commission, comme c'est possible que dans un État membre, il y a un Premier ministre qui contrôle le 80% de médias dans un État membre, la Commission répondait « Excusez-nous, ce n'est pas notre compétence s'occuper de ça ». Et donc le but ici, c'est d'avoir un cadre justement Le but, c'est d'abord obliger la Commission à admettre d'avoir la compétence et donc l'obliger à créer le cadre. Après, dans le cadre, on peut commencer à discuter. C'est pour ça que j'ai grimacé aussi quand Olivier Basile il parlait, parce que ça n'a absolument rien à voir avec qu'est-ce que lui, il est en train de dire. Oui, il est en train de dire que ça suffit, en fait. C'est un peu étonnant. Ça suffit, mais ça suffit rien, parce qu'il n'y a rien pour le moment. D'accord. Et comment, justement, là, ici, la personne de RSF semble complètement contre maintenant. Comment réagissent les deux autres organisations ? Est-ce que vous avez réussi à directement les allier à votre cause, entre guillemets, ou vous avez dû vraiment discuter Avec Marc Gruber, en fait, il a commencé à participer à les réunions que nous, on a organisées depuis le début. En fait, la stratégie, c'était ça. Le problème de cette initiative, c'est clairement créer une campagne européenne. Oui. Et en fait, la campagne européenne, stratégiquement et dans sa structure, doit être une campagne qui va mettre ensemble
7, 8, 9, 10 campagnes dans chaque État membre. Donc, c'est ça la complexité. Ouais. Donc, l'idée stratégique, depuis le début, c'était créer une sorte de coalition, une sorte de force network européenne avec toutes des organisations, des associations qui ont comme modèle, on peut dire, RSF, ou l'Alliance des journalistes, qui s'occupe de problèmes des médias et qui donc, dont leur intérêt quotidien s'occupe de médias, journalisme, indépendance des médias, bonnes pratiques dans les médias, soit. Et ça devrait, c'est en fait actuellement la base pour commencer à mener, à monter, à développer les campagnes dans chaque État membre. Donc ça, c'était la philosophie depuis le début. Et donc, en fait, la première réunion qu'on a organisée, c'était le 30 mars 2011, ici au Parlement européen, avec le soutien de 4 grands groupes de Parlement européen. C'était commencer à mettre ensemble toute cette organisation. Donc, il y avait plus ou moins 40 organisations représentées ici au Parlement européen. Et là, on a commencé un sorte de brainstorming pour demander à tout le monde, d'abord, quel type de problèmes ont dans leur État membre, parce que les problèmes qu'on a en Hongrie sont différents que la Belgique, que l'Italie, que la France. Ouais. Donc, chercher les points en commun et trouver les points en commun, comme les résoudre avec une unique réponse. Donc ça, c'était clairement la logique. Et donc, la stratégie, d'un point de vue de développer les contenus de l'initiative, et de l'autre côté, de créer la coalition, sont allés en parallèle. Donc ça c'est bien. Ça s'enchaîne bien pour le moment. Oui, tout à fait. On est bien parti. C'était un travail très long. Donc, on doit dire que la préparation, c'est impossible d'improviser une initiative comme ça. J'imagine. On a dû travailler pour 3 ans pour arriver prêt maintenant à pouvoir le lancer et avoir effectivement les bases pour la faire monter, la développer dans chaque étape. D'accord. Et vous pensez qu'en 1 an, c'est suffisant pour obtenir 1 million de signatures ? Nous, on est un peu des souris de laboratoire parce qu'on est les premières initiatives des citoyens présentées. Donc, c'est un outil qui a été rentré dans le traité avec le traité de Lisbonne. Formellement, on a eu la possibilité de commencer à présenter des initiatives seulement en mai 2012, donc il y a quelques mois. Maintenant, je pense il y a 15 ou 16 initiatives des citoyens qui est possible de signer. Je pense aucune initiative est déjà expirée. Donc... Oui, non, je ne pense pas. Il y en a une sur l'eau, je crois, mais elle n'a pas encore abouti. Non. Et donc, le point, c'est que c'est un instrument qui est en train d'être testé. Tout à fait. Nous, on va donner peut-être les réponses pour considérer si un an, ça suffit ou ça ne suffit pas. Mon jugement, c'est oui, en théorie, ça devrait aller. Ouais. Mais on verra à la fin de... On verra tout à fait. Et comment est-ce qu'on peut signer cette pétition, entre guillemets, cette directive? Où est-ce qu'on peut la trouver exactement? On peut dire que le grand avantage et la méthode un peu révolutionnaire de cette initiative, c'est qu'on peut la signer sur le web, online. Donc, on ne doit pas faire de bancs dans la rue pour ramasser les signatures. Donc, ça suffit d'aller sur notre site web qui est mediainitiative.eu. Et là, il y a un énorme banner où c'est écrit « Sign now ». Donc, signer, on rentre dans un formulaire qui est le formulaire de la Commission européenne. On va rentrer les données de pays correspondant à citoyen qui veut signer. Il remplit le formulaire et c'est signé. Merci beaucoup, Monsieur Melogli. Et n'hésitez pas à intervenir si un autre sujet vous tient à cœur. Merci bien. La liberté de presse est-elle un critère important à l'adhésion de l'Union ou n'est-ce qu'implicite? Fiona, existe-t-il une législation européenne à ce sujet? Alors non, il n'y en a pas. Et ça pose problème lorsqu'il s'agit d'uniformiser le niveau de liberté de la presse dans l'Union. Certains estiment que les disparités entre États sont trop nombreuses, mais pour d'autres, une législation commune pourrait être considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures des États, et ces derniers proposent plutôt d'adresser des recommandations. Alors la thématique manque de clarté, mais lorsqu'on parle des principes sur lesquels sont fondées l'Union européenne, la démocratie donc, et le respect des droits de l'homme, on sous-entend également la liberté de la presse. Mais cette dernière n'est pas une condition d'adhésion au sens strict.
Donc c'est assez compréhensible, puisqu'il serait difficile pour des États membres pas toujours bien placés dans le classement de Reporters sans frontières de faire pression sur des États candidats pour améliorer un secteur dans lequel ils ont eux-mêmes beaucoup à faire. Et où en sont les pays candidats à l'entrée de l'Union au niveau de la liberté de la presse ? Eh bien, l'Islande, elle est d'ailleurs dans le top 10 du classement et mieux placée que la plupart des États membres. La Turquie, quant à elle, est 154e, donc très mauvaise place, étant donné le rôle de modèle régional qu'elle veut se donner. Et la Croatie, qui doit rejoindre l'Union cette année, est 64e, même si elle montre une évolution quand même par rapport à l'année précédente. Voilà, et maintenant on peut se demander quand même, la Belgique dans tout ça, quelle est sa place ? On arrive en fait qu'à la 21e place du classement de Reporters sans frontières. Donc les journalistes de notre pays subissent-ils des pressions politiques ? Nous avons tendu notre micro à l'éditorialiste en chef de La Libre Belgique, Francis van der Hoesteijn, des propos recueillis par Denis Dalmans. Il arrive effectivement parfois à des hommes politiques de donner un avis, alors qu'ils le fassent de manière plus ou moins pressante. Voilà, chacun agit un peu selon son tempérament. Donc j'ai connu des hommes politiques qui parfois prenaient leur téléphone pour dire tout le mal qu'ils pensaient de ce que j'avais écrit. Mais je dis, moi, dans mon métier de journaliste, je n'ai jamais, honnêtement, jamais subi de pression politique. Et donc j'ai plutôt le sentiment qu'effectivement la liberté de presse en Belgique est totale. Je l'ai dit, pour autant que nous respections le cadre déontologique et juridique qui est celui dans lequel nous travaillons. Selon M. Van der Hoesteijn, nous sommes donc dans un pays où la liberté de la presse existe. Mais comment cette liberté est-elle perçue en Belgique par ses lecteurs ? Notre reporter, Tiffaine Fabre, est allé prendre la température dans les rues de Bruxelles. En 2013, la Belgique figure à la 21e place sur le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. Même si elle recule d'une place, cela ne semble pas ébranler la confiance que les Belges portent envers la liberté de leurs médias. Je dirais qu'elle n'est pas trop mal, il y a des pays où c'est pire. De manière générale, j'ai l'impression ça va, en tout cas il n'y a pas une grosse censure. Maintenant, dans tous les cas, on sait que les médias de manière générale sont financés, qu'il y a des lobbies. Ils ne peuvent pas non plus aller à l'encontre de de ceux qui investissent en eux, évidemment. Je pense que la presse est libre, même au niveau des caricatures et tout. Bon, je pense que je ne peux pas non plus affirmer qu'elle est totalement libre parce que je ne suis pas non plus dans les coulisses de la presse en Belgique et je ne connais pas comment ça se passe totalement, mais ça me semble assez libre. Je crois qu'on est un pays où il y a quand même, on peut dire ce qu'on pense. Les pays de l'Union européenne sont loin d'être tous les grands vainqueurs de ce classement. Alors où l'Europe s'apprête à accueillir de nouveaux membres, la liberté de la presse ne devrait-elle pas être un critère d'adhésion inaliénable ? Un pays qui est complètement censuré, évidemment qu'il y a énormément d'autres domaines qui seront censurés ou en tout cas restreints, où il y aura une répression et une discrimination. Oui. Donc oui, je pense que c'est tout à fait un élément. Il y a des pays en Europe centrale qui pour moi me pose problème, style la Hongrie. Je trouve qu'un pays où la presse n'est pas libre ne peut pas entrer à la communauté européenne. Voilà, donc, et maintenant on pourrait quand même se demander aussi à propos de la France, quel est le contexte médiatique là-bas ? Finalement, c'est quand même nos voisins les plus proches. La France, pays de Montesquieu et de la séparation des pouvoirs, pays de la République, pays où la presse a vu le jour. Le paysage médiatique possède un journal unique, Charlie Hebdo. Cet hebdomadaire composé à majorité de caricatures est probablement le symbole de la liberté de presse dans l'Hexagone. Et pourtant, la France ne pointe qu'à la 37e place du rapport RSF 2012-2013. Des 27 pays de l'Union, nos voisins français ne se classent que 20e. Un véritable affront pour le pays des droits de l'homme. Mais comment expliquer ce paradoxe ? RSF dénonce les pressions dont font l'objet les journalistes sur la protection de leurs sources et lorsqu'ils enquêtent sur les cercles proches du pouvoir. Le lien entre l'État et France Télévisions pose également un problème. L'État possède 100% des parts de la télévision publique française et a donc le pouvoir de nommer le directeur général de ces chaînes. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, semblait considérer Patrick de Carolis, l'ex-président de France Télévisions, comme un ministre de la télévision publique. Il y a là clairement une concentration de pouvoir dans une seule main. François Hollande n'a pas nommé un nouveau président à la tête de France Télévisions, contrairement à ses prédécesseurs, mais il impose des mesures à Rémi Pfilin, l'actuel président du groupe, insoutenable qui ressemble à ces traquenards classiques tendus par le politique à des patrons de chaînes poussés vers leur sortie, car ceux-ci sont devenus indésirables. Il est donc temps que les dirigeants français comprennent qu'on ne gère pas les chaînes de TV comme une autre société publique de gaz ou d'électricité, par exemple. Elles doivent avoir un statut à part. Mais les journalistes ne sont pas tout à fait innocents dans cette situation. La connivence entre eux et les politiques est de prime abord bien supérieure à celle des autres pays européens.
Merci Denis. Alors on va profiter de la présence de M. Melogli pour lui demander, vous, qu'est-ce que vous pensez finalement de la situation avec Berlusconi qui contrôle pas mal un énorme... de chaînes de télévision. Oui, voilà, c'est ça. On pourrait dire que l'Italie, c'est une de grands malades de la démocratie européenne. Effectivement, c'est paradoxal qu'un homme politique a la possibilité en même temps d'être, comme il était Premier ministre, et en même temps contrôler directement ses télévisions privées, à lui, de ses propriétés, et en même temps, à travers les années, aussi un contrôle indirect du service public. Ça, c'était une de mauvaises habitudes de la politique italienne pour des années. Donc, les partis politiques, en particulier les partis politiques au gouvernement, ont toujours contrôlé le service public. Oui. Mais le problème, c'est que la situation s'est aggravée, est devenue catastrophique au moment où la personne qui avait l'autre moitié de l'information et de la communication, dans le cas spécifique privé, est devenue aussi Premier ministre. À ce moment-là, il y avait une sorte de monopole. Monopole aggravé aussi d'un point de vue économique, parce qu'à ce moment-là, on a eu des paradoxes entre le groupe Mediaset et le groupe Rai, où, par exemple, on avait le service public qui avait plus de public que le service privé, mais le service privé avait plus de publicité. Et ça, c'est d'un point de vue, réel, inexplicable, oui. À part le fait qu'il y avait beaucoup d'industries qui étaient obligées de donner l'argent à Berlusconi pour avoir pas de problème politique dans le cadre législatif. Donc, le problème est encore là. Berlusconi, il vient il est toujours là. D'avoir un superbe résultat électoral il y a 2 jours. Donc, oui. Le problème est encore là et j'espère que la classe politique italienne pourra le résoudre un jour ou l'autre. Oui, espérons que l'initiative finalement européenne arrangera peut-être les choses aussi. C'est une des moyennes possibles. On va voir clairement, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps de la procédure au niveau européen sont plus ou moins longs. Donc, on pourrait espérer une solution italienne à court terme, ou sinon, on va espérer dans une solution européenne. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, donc on va passer à un autre sujet. Donc, on ne peut pas nier que le débat sur la liberté de la presse est fortement lié au journalisme citoyen aujourd'hui. Et avec une opinion publique qui naît désormais sur les réseaux sociaux, tout le monde devient un petit peu acteur de l'information. Mariam, peut-on dire que sur la toile, la liberté d'expression est-elle en danger ou non ? Eh bien aujourd'hui en Europe, tout le monde peut s'exprimer comme il le désire, simplement en écrivant un billet d'humeur sur son blog ou en partageant son avis sur Facebook et Twitter. Internet permet un accès facile à une masse d'informations, une diversité des sources et des moyens de communication directs avec les gouvernants. Mais il est difficile à maîtriser et 2 droits fondamentaux s'affrontent. Les gouvernements vont devoir prendre des mesures pour protéger la vie privée au risque de limiter la liberté d'expression. On aurait tendance à croire que le débat est clos et que tous les droits sont acquis, mais le sujet revient assez souvent en politique. Comme par exemple au Royaume-Uni en 2011, après les émeutes qui ont touché le pays, David Cameron a proposé un contrôle des réseaux sociaux. Ou encore récemment en France, la sénatrice Europe Écologie Les Verts Esther Benbassa qui propose une révision de la loi sur la liberté de la presse et un contrôle de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Donc en Europe aujourd'hui, Internet reste relativement libre, mais le débat du contrôle des réseaux sociaux n'est pas clos et certaines propositions peuvent être dangereuses pour la liberté d'expression. Le secret des sources est un des facteurs les plus sacrés dans la déontologie du journaliste. Celle-ci n'est cependant pas toujours respectée par les pouvoirs publics, qui font parfois pression sur le journaliste pour arriver à leur fin. Quelle place prend le secret des sources dans la liberté de la presse ? Et quel est l'état de la législation en cette matière ? Fiona, aidez-nous à y voir un peu plus clair. Alors la protection des sources fait partie de la base déontologique du journalisme et est considérée comme la pierre angulaire de la liberté de l'information. Elle est garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc le droit au secret des sources aussi entre la liberté des journalistes de faire leur travail et la nécessité de défendre l'ordre public quand il s'agit de prévention de crimes ou encore de sécurité nationale.
Alors cet aspect a d'ailleurs influencé la législation de plusieurs États après le 11 septembre 2011. Ces États qui avaient donc décidé, qui avaient misé sur des lois antiterroristes. Et cette tendance, la Cour européenne des droits de l'homme tente encore de la rectifier aujourd'hui. La Suède, par exemple, est un pays exemplaire en matière de termes de clarté pour la protection des sources. Elle entretient par ailleurs un rapport plus que privilégié avec la presse, puisque près de 80% de la population adulte lit un journal tous les jours. Donc la liberté de la presse y est intégrée à sa constitution, et le secret des sources est sacro-saint en Suède. D'accord, merci Fiona. Donc pour terminer ce programme, je vous invite à prendre vos agendas pour y noter la date de la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors cette année, ça se déroulera le vendredi 3 mai. Cette journée permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté des médias dans le monde, de défendre leur indépendance et de rendre hommage, bien sûr, aux journalistes décédés dans l'exercice de leur profession. Alors, comme chaque année, le prix mondial de la liberté de la presse sera remis à une personne, une organisation ou une institution qui a contribué d'une manière notable à la défense et à la promotion de la liberté de la presse, où que ce soit dans le monde, surtout si pour cela elle a pris des risques. Alors, pour le moment, on ne sait pas évidemment qui aura cette récompense, mais je vous invite donc à suivre cet événement le 3 mai 2013. Vous serez là le 3 mai après 2013, monsieur ? Bien sûr. Avec grand plaisir. C'est ainsi que nous terminons notre émission. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à la semaine prochaine. It was the European Corner Show. Thank you for listening to LNFM.